Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Remue-Ménage. Aujourd'hui, mon invité est André Junior Leroux. Salut, salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ben écoute, merci d'être ici. Hey, ça fait plaisir. Après le nombre de fois que je voulais t'avoir à l'émission. Ça a été vraiment compliqué, mais finalement on a réussi. Puis ça a bien été se rendre à ce matin avec la neige. Je reste juste à côté, fait que ça prend 5 minutes. Au moins, parfait. Ben écoute, André, je t'ai invité à l'émission parce que c'est ça, je veux faire en sorte qu'on te découvre à la télévision. Puis je sais que tu as un parcours de vie assez particulier. Fait que je sais pas si on pourrait commencer là-dessus, toi, dans le fond. Comment ta vie a commencé? C'est quoi ton parcours depuis en ce moment? Ça a été compliqué un peu, honnêtement. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés dans la famille quand j'étais jeune, puis tout. Puis, fait que rendu au secondaire, puis tout, ça a été un peu compliqué de me trouver où que je voulais aller dans la vie, où je me dirigeais un peu, puis tout. Je suis allé après le secondaire, j'ai pas fait aucune matière forte, fait que je suis juste allé étudier en musique un peu. Puis ça a été compliqué un peu de rester motivé à l'école puis tout, parce que justement j'avais pas vraiment d'amis qui allaient à l'école aussi puis qui étaient faut étudier blablabla, fait que j'ai comme un peu décroché avec le temps, je coulais mes cours puis tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste abandonné, j'ai décidé d'aller travailler un peu. Après avoir travaillé, je me suis rendu compte que j'étais pas prête à travailler jusqu'à la fin de ma vie. Fait que j'ai décidé de retourner à l'école finalement. Que là, je suis vraiment bien motivé et tout. Puis là, j'ai plus d'amis qui m'aident à rester motivé à l'école justement, parce que les autres ils trouvent ça important aussi. Puis ça ressemble pas mal à ça, je pense. T'avais étudié, dans le fond, toi, quand t'étais aux études, au secondaire, t'avais pris un cours de musique parce que tu voulais t'en aller musicien? Non, même pas. En fait, au secondaire, j'étais au cadet aussi. Fait que j'avais appris à jouer du trombone pendant mes années au cadet. Ah ouais? Puis tout le long du secondaire, du primaire, je voulais rien savoir de faire de la musique puis tout. Puis là, c'est ça, quand j'ai vu, j'étais arrivé au cadet, il y avait eu une parade des anciens. Fait qu'il y a eu plein d'anciens cadets, des parents puis tout, qui étaient venus faire une méga grosse section de musiciens. Il y avait genre 30-40 musiciens qui jouaient de la trompette puis tout. Puis j'étais comme, wow man, c'est mon goal. Fait que là, j'ai commencé à partir de cette année-là, j'ai commencé à faire de la musique et à m'intéresser. Mon père, il avait une guitare, commençait à sortir la guitare, essayer de comprendre comment ça marche. Puis après ça, avec les cadets, tout ce qui est théorie de la musique, j'ai ramassé ce bagage-là au fur et à mesure. Que t'as appris à jouer de la trompette quand t'étais dans les cadets? Ouais. Tu as appris un autre instrument? J'ai commencé sa trompette, mais l'instructeur trouvait que j'étais pas assez bon. Fait qu'il m'a mis au trombone finalement. Puis mon trombone, c'est devenu mon instrument principal après ça, jusqu'au cégep en musique. Encore aujourd'hui, c'est l'instrument que je maîtrise le mieux entre, mettons, ça et la guitare. Là. Parce que moi, je m'y connais pas trop en instruments, mais ça fait partie des instruments de cuivre. Des cuivres, exactement. Puis en quoi est-ce que le trombone, c'était plus facile de jouer que de la trompette? La trompette, faut beaucoup pincer les lèvres, comme quand on dit M, par exemple. Fait que beaucoup rentrer les lèvres. Ça fait que ça prend beaucoup plus d'air. Tandis que dans un emboucheur de trombone, c'est un peu plus gros, fait que tu peux avoir les lèvres plus détendues. Fait que c'est plus facile souvent pour ceux-là qui débutent de souffler de l'air dedans. OK. Après ça, ce qui est compliqué après ça, c'est plus la coulisse, parce qu'il n'y a pas de repère vraiment sur... c'est comme, mettons, sur la trompette, il y a des pistons. Fait que pour ça, faire les notes, c'est facile, c'est des combinaisons de pistons. Mais le trombone, c'est OK, il faut que je gauge, je suis où à peu près, puis il faut que je choisisse la bonne note. Fait que c'est avec la coulisse, c'est ça que tu vas chercher la tonalité? Exactement. Ah ouais? Ouais. Puis c'est-tu un instrument qu'on utilise beaucoup? Là, tu me parlais de fanfare? Ouais, exactement. Il est dans les orchestres aussi, dans tous les orchestres, les jazz bands. Dans nos jours, on voit moins ça dans les petits bands de chansons, des affaires comme ça, parce que là, les gens sont beaucoup plus dans la musique digitale. Là. De ce qu'on remarque, mais moi j'essaie de ramener ça dans mes tunes. C'est bon. Puis la musique digitale, tu t'en as parlé. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse, ça? Pas tant. Je l'utilise à mon avantage parce que des fois ça m'aide à faire des partitions quand je compose. Par exemple, mettons, à la place de prendre ma bass pour enregistrer, je vais tout rentrer dans mon ordinateur pour faire la ligne de bass. Puis après ça, je peux prendre la ligne de bass en MIDI puis la transférer directement dans mes partitions, puis après ça je la passe au bassiste, puis il joue la partition avec de la vraie bass. Ça, c'est... Moi, je pense au synthétiseur, mais je pense pas que c'est juste ça, de la musique électronique. Ah, c'est tout le synthétiseur, c'est sûr, mais après ça, il y a tout... tout se fait avec le synthétiseur, au bout du compte, là. OK. Parce que dans les échelles de musique, après ça, moi, je peux configurer quels sons que je vais mettre sur mon synthétiseur. Fait que je pourrais mettre du drum, de la guitare, du piano, peu importe le son, je pourrais enregistrer une porte qui ferme puis faire un son avec ça, puis composer quelque chose. Fait que
Puis là, t'expliquais, ben tu sais, c'est ça, t'as eu un début difficile. Quand est venu le temps, est-ce que t'avais la passion de la musique dans ton travail ou t'es allé travailler dans quelque chose de totalement différent? Je suis allé travailler dans quelque chose de totalement différent. Je suis allé dans la construction, en fait. OK. Parce que mon père travaillait dans la construction, puis j'avais besoin d'une job, puis il pouvait me faire rentrer tout de suite. Fait que je suis rentré tout de suite. Puis j'avais déjà quand même un intérêt dans la construction, parce que quand j'étais plus petit, au secondaire, j'hésitais entre aller en architecture et en musique. Je suis pas allé en architecture parce que j'avais pas les matières fortes pour faire ça et tout. Mais fait que cette passion-là est comme revenue un peu par après, justement, dans la construction de mon père. Puis là, on se promenait dans Montréal puis tout, on voyait les gros chantiers de route tout. Moi, je trouvais ça super trippant. Puis j'ai fait comme, je vais retourner à l'école puis aller étudier là-dedans. Justement pour ça, j'étais allé en génie civil finalement. Puis ton père, il est génie civil aussi? Non, même pas lui. Il faisait du caulking dans ce temps-là. Du calfeutrage, là, le rebord extérieur des fenêtres. Oui. Ouais, on faisait ça sur des 15-20 étages un peu partout à Montréal. Pour les fenêtres? Fait extérieur? Ouais, à l'extérieur. Fait qu'on montait dans le swing le matin, au 20e étage, on descendait, puis on faisait les fenêtres. C'était trippant. C'était quand même trippant, mais c'était très dur physiquement. Là. C'est une autre affaire qui a fait que je vais le retourner à l'école, là, parce que tu finis ta journée, t'es raqué, le lendemain tu te lèves, t'es raqué, mais ta journée elle est là pareil. Là, à la fin de ta semaine, t'es brûlé raide. Tu profites pas de ta fin de semaine. J'étais comme, on va changer ça. Mais c'est un beau métier. Parce Totalement. J'ai travaillé un petit peu en construction aussi, puis c'est ça, ceux qui font du caulking. Comment en français t'as dit? Calfeutrage. Calfeutrage. Faut quand même que tu sois assez bon là, de pas dépasser ta ligne. Ouais, totalement. Là. Puis après ça, pour le placer aussi avec ton bâton de bois, là, pour que ça soit bien lisse, une belle finition. Là, T'avais-tu la même minutie que ton père? Oh, ça a pris du temps. Je m'en venais pas pire à la fin, mais j'accaterais pas mon père qui faisait ça depuis avec son père lui-même quand il était adolescent. Là. Fait que je sais même pas. Ça faisait combien d'années qu'il faisait ça. Là. OK. Ah ben quand même. Ouais. Puis après ça, ben là, quand je t'ai rencontré, c'est ça, tu travaillais à l'hôpital. T'as-tu d'autres travails avant ça? Non, tout de suite après la construction, j'étais allé à l'hôpital parce que je savais que j'allais retourner à l'école, puis j'avais besoin d'une job justement qui allait pouvoir me garder à temps partiel le temps de mes études. Là. Fait que je suis allé à l'hôpital. Puis, OK. Fait que t'as mélangé hôpital puis tes études en génie civil. Exactement. OK. Puis là, en génie civil, t'es rendu où? T'es encore au cégep? Là, je suis encore au cégep, je suis à ma 2e session. OK. Il m'en reste encore 2. Reste à voir si je vais aller à l'université après ou pas. Beaucoup de pour et de contre qui se bousculent dans ma tête. Puis... OK. Puis ça, comment tu trouves ça, là, jusqu'à date, tes 2 sessions? Ah, j'adore ça. Ouais. En fait, ce que je trouve plate un peu en ce moment, c'est que les 2 premières sessions, c'est beaucoup d'apprentissage de nouvelles matières, plein de juste comme... OK, ben ça, c'est des bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a dans un bâtiment? Mais on fait pas vraiment de projet puis tout. Beaucoup de cours d'initiation. C'est vraiment à partir de la prochaine session là, qu'on va commencer. OK, ben cours de projet. C'est nous qui fait le projet au complet de structure en acier, en bois, de projet d'infrastructure, whatever. Ça, là, j'ai hâte en maudit. C'est ça, t'apprends à l'intérieur. T'as-tu fait tes cours de béton? Ouais, là, on est en train de faire les cours de béton, justement. Là. J'aime pas trop ça, là, honnêtement. Là. Être en laboratoire, là, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Là. Je suis plus un gars de chantier ou de dessin. Là. Le dessin, j'aime beaucoup ça. Là. On commence à faire justement de la modélisation 3D un peu pour les routes et le bâtiment. Là. Puis ça, je suis très en maudit, là, comparé dans le laboratoire. Là, faire les rapports de lab, là, des fois, c'est juste... On prend des rushs, on les nettoie pendant 1 heure, puis là, c'est comme... Ouais, puis après, on pèse les rushs. Je trouve ça tellement long, plate, là. Mais c'est super pratique dans le domaine, par contre, ça, c'est sûr. Ah, j'en doute pas. Et après ça, toi, si t'étudies là-dedans, j'imagine que tu vas devenir ingénieur civil ou c'était juste une porte d'entrée pour... Mais c'est ça que j'étais en train de me demander, justement, si à la fin de mes études, je vais pour être technologue plus ou je continue pour devenir ingénieur. OK. C'est une question que je sais pas exactement encore où que je vais être rendu là dans ma vie puis où que je vais vouloir aller. Fait que ça se bouscule encore. Je sais pas si j'ai envie de prendre 4 ans de plus dans ma vie pour aller aux études. Puis là, c'est quand même cher à l'université comparé au cégep. Puis en plus, avec mon projet de musique que j'ai avec William, ben là, je suis comme, est-ce que si ça marche, est-ce que ça vaut la peine que j'aille à l'université puis que ça va me prendre du temps pis tout, du temps que je vais devoir enlever de mon projet ou je suis tout en train de gager ça, là, savoir où c'est que je m'en vais. T'as expliqué, c'est quoi un technologue? Parce que t'as dit ingénieur civil ou technologue? Ben, un technologue, dans le fond, c'est quelqu'un qui va avoir fait une technique qui peut faire partie de l'ordre technologue des professionnels, technologues professionnels du Québec. Okay. C'est comme l'ordre des ingénieurs, dans le fond, mais c'est juste
un niveau d'études inférieur. OK. Donc, on a moins de responsabilités. Les tâches, dépendamment, ça peut être relativement la même affaire, par contre, mais souvent, c'est ça la grosse différence. Là. Ça va-tu quand même te permettre de faire de la modélisation 3D? Totalement. OK. Totalement. Parce que c'est ça, t'as l'air d'avoir un intérêt là-dessus. Ouais, j'aime beaucoup ça. Mais souvent, tu sais, c'est... Les technologues, de ce que je comprends, comparé aux ingénieurs, souvent, on va être plus... Mettons, nous autres, on trouve pas des solutions. On fait juste... On agit. OK, on réalise... Mettons, en inspection, on va aller quelque part, on va voir, OK, ben ça, c'est pas correct. On va faire un rapport. OK, ça, c'est pas correct. Mais après ça, c'est l'ingénieur qui décide qu'est-ce qui se passe. OK. Puis après ça, moi, c'est là que je me demande, est-ce que j'ai envie de continuer pour être le gars qui se demande, ah, OK, ben là, ça va être la solution qu'on devrait appliquer. Ou ben, est-ce que moi, je suis satisfait de juste faire comme, bon, ben, gars, il y a ça. Arrange-toi avec le reste après. Je te demande ça. Écoute, c'est pas une question au piège, mais ça se peut que tu le sais pas, là. Pourquoi génie civil? Parce qu'il y a le génie de l'environnement, le génie mécanique, le génie de la construction. Totalement. Génie civil, ça va toucher beaucoup tout ce qui est civil, puis tout ce qui est structure. Donc, mettons, dans un projet de bâtiment, il va y avoir des architectes, oui, mais il va y avoir des ingénieurs civils aussi qui vont s'occuper des calculs structuraux, parce que dans le fond, un architecte il va faire une maison belle, mais la maison, elle tiendra sûrement pas, parce que lui, il sait pas comment faire pour que la maison tienne. Puis un ingénieur, mettons en génie civil, va faire que la maison elle tienne, mais elle va sûrement être moins belle. Parce que nous autres, on voit pas tout ce qui est finition, revêtement, séparation des pièces, des affaires de même. C'est vraiment juste les calculs structuraux. Comment les charges des murs, des plafonds, tout sont répartis dans les poutres et tout. Là. C'est ça, t'apprends ça en ce moment. Là. Ouais, exactement. Puis, c'est-tu un cours, mettons, que tu suis les tendances? Parce que, tu sais, je sais que la mode, mettons, de la construction... Il y a une certaine tendance au fil des années? Qu'est-ce que tu veux dire par tendance? Est-ce qu'on vous apprend à faire des maisons modèles? C'est plus ça, je vois. Parce que ou même des immeubles appartements, parce que c'est pas mal ça, à cette heure, les grosses constructions. Ah, ouais, c'est sûr qu'on voit tout ça dans... Okay. On voit pas mal tout. Fait que, tu sais, mettons, au cours de projets de structure, mettons, en acier, c'est sûr que structure en acier, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des condos, ça peut être une usine... Ça peut être un entrepôt, ça peut être plein d'affaires. Structure, après ça, il y a le béton, plein de modes d'application aussi. Okay. Fait qu'on voit vraiment, en génie civil, c'est ça que je trouve cool, c'est qu'on touche à vraiment plein d'affaires. Puis après ça nous permet de justement voir qu'est-ce qu'on préfère dans le domaine de la construction, puis peut-être nous spécialiser plus dans cette direction-là. OK. Et après ça, toi, as-tu un intérêt entre construire des maisons, des usines ou même des entreprises? Moi, je suis plus dans tout ce qui est infrastructure. Okay. Donc, les routes, les ponts, les viaducs, les ponceaux, toutes ces affaires-là. Moi, c'est ce qui me fait triper, être dehors, là, à la chaleur, là, sur l'asphalte. Ouais. Mais c'est sûr, tu as un intérêt là-dedans. Ouais. OK. Fait que là, ça, bonne chance pour les 2 sessions qui te restent. Merci. Ben là, c'est ça, t'es en fin de session. Il me reste 4 sessions, dans le fond. Mais ouais. OK, c'est 3 ans? C'est 3 ans. OK, 3 ans. OK. Puis là, c'est ça, c'est-tu bien demandant au niveau des études, les travaux? Moi, je suis chanceux parce que j'ai déjà fait tous mes cours de base. Okay. Fait que tout ce qui est français, anglais, philo, maths, gym, whatever, c'est déjà fait. Fait que, comparé à mes collègues, j'ai genre 3 cours de moins par session qu'eux autres. Fait que la charge est vraiment pas trop élevée. Là. J'ai vraiment beaucoup de temps libre dans mes horaires. Comme là, il y a des journées je vais à l'école juste pour un cours. Il y a des journées que j'ai comme aujourd'hui que j'ai pas de cours. Comme hier, en fait, que j'ai pas de cours. Après ça, il y a des jours que j'ai 2 cours, mais j'ai comme 4 heures de pause entre mes cours. Fait que j'ai vraiment beaucoup de temps pour faire mes affaires. OK, au moins. Ouais. C'est-tu une formation que tu conseilles? Peut-être même pour les prochains qui aimeraient ça. Totalement, s'il y a des gens qui viennent. Moi, je leur dis de venir. Je fais tout le temps les portes ouvertes pour vendre. Quand on fait des portes ouvertes, il y a des gens qui viennent. Moi, je suis là. Puis je suis comme, venez-vous-en. Puis je les encourage vraiment. Ah oui. C'est quelque chose qui intéresse. Si t'aimes ça, les maths puis la physique, puis en génie civil, tu vas aimer ça. Tu vas être servi. Puis là, je vois, t'es au cégep André Laurando. Ouais. C'est-tu un des seuls cégeps qui offre la formation de génie civil? Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres cégeps qui offrent cette formation-là. Mais de ce que j'ai compris, de ce que mes profs ont dit, on a une belle réputation, les étudiants de cégep André Laurando. Là. Ah oui? Ouais. Comme là, on est en train de faire des recherches pour nos stages, là, justement, cet été. Puis il y a bien des compagnies là, qui trouvent les élèves de cégep André Laurando. Là, ils se démarquent quand même. Là. OK. Ouais. Puis ça, trouver un stage dans le génie civil, c'est quelque chose qui est bien compliqué? Ah, dans la construction, il manque tellement de monde que si t'appliques assez, puis tu vas chercher, puis que tu pousses, tu vas l'avoir, c'est sûr. Là, honnêtement.
La semaine où j'ai commencé à déposer des CV pour mes stages, il y a 5 compagnies qui m'ont rappelé la semaine d'après. Puis j'ai eu 3 entrevues, puis j'ai eu mon stage genre la semaine d'après. OK, j'ai des amis qui sont pas capables, je suis comme, mais c'est parce que vous essayez pas assez. Là, ouais. Ils envoient un courriel, puis ça finit là. Je suis comme, faut aller voir les compagnies, puis faut montrer que tu veux, faut que tu poses des questions, faut que tu relances, que t'es agresses un peu, que tu sois agressant, que tu sois fatigant, puis ils vont voir que tu veux, puis ils vont te prendre, c'est sûr. Puis là, ton stage, ça va-tu être une compagnie justement qui font des routes puis des Ouais, ponts? ben moi je m'en vais faire un stage justement en inspection de pont et ouvrage d'art. OK. Fait que je suis vraiment content. J'ai été chanceux. J'ai poussé vraiment fort pour réussir à avoir mon stage. Ça, c'est un stage de combien de temps? C'est du 25 mai au 22 août, c'est tout l'été. OK. C'est 13 semaines, si je me trompe pas. Là, c'est un stage étudiant, fait que non rémunéré. Non, c'est payé. Parce que c'est stage alternance travail-études. OK. C'est pas nécessaire pour passer mon deck. OK. Puis c'est sur une base volontaire, fait que je suis pas obligé de faire ça. Ah. Mais ça m'avantage parce que après ça, si je complète mon stage dans les heures, je fais un rapport de stage, puis le ministère, il reconnaît ça dans mon bulletin scolaire. Puis après ça, ça me permet, si je vais aller sur le marché du travail, ben j'ai déjà de l'expérience, parce que je vais avoir travaillé 2 étés. Ben oui. Moi, déjà, avoir travaillé 2 étés à la fin de mon deck dans le domaine. Fait que ça vaut plus la peine d'être engagé que quelqu'un qui n'a aucune expérience. Absolument. Puis même la compagnie pour laquelle tu fais ton stage, après ça, s'ils veulent te garder... Exactement. Puis si moi j'ai les aime, go for it. Pas compliqué. Ben c'est bien pensé. Ouais. Puis ça, c'est... je te demande ça. C'est-tu une compagnie privée, une compagnie publique? J'assume que c'est privé. Puis après ça, le gouvernement font affaire avec eux? Ouais, je pense que ouais. OK. Je suis pas sûr, là, mais j'aurais tendance à dire que c'est privé. Fait que toi, tu sais que le privé t'intéresse déjà un petit peu plus que le public? Ouais. Je le sais, non, je sais pas, honnêtement. Tu sais pas, je vais tester les deux, I guess. Mais après ça, dans le public, ce qui reste, ce serait sûrement le ministère du Transport du Québec, là, que je pourrais aller travailler. Mais je sais que fait que ma compagnie, c'est privé parce qu'ils font affaire avec eux autres, je pense. Okay. Après ça, je te demande ça, puis on met à part le conflit avec les États-Unis. Après ça, toi, ta carrière, tu voudrais-tu qu'elle reste juste au Québec, qu'elle soit nationale, que tu ailles faire même des routes avec le Canada ou même dans le nord du Québec? Ou faire après ça, soit avec le Vermont, l'État de New York, de faire un petit peu une carrière internationale? J'aimerais beaucoup ça me promener, ça c'est sûr. Je suis pas du tout fermé à l'idée de ça. C'est justement avec la compagnie avec laquelle je fais affaire, il offre souvent pour le 2e stage d'aller travailler dans l'Ouest canadien, par exemple, des affaires comme ça. Puis, go for it. Envoie-moi 2 semaines à l'autre bout, ça va être super cool. Mais après ça, dans d'autres pays, ça peut être un peu compliqué avec la construction parce que si par exemple, que j'adhère à l'Ordre des technologues professionnels du Québec, ça me donne juste le droit d'exercer mon métier au Québec, à cause de au Canada, je pense, en tout cas, parce que toutes les normes dans les autres pays, ça change, parce que là, après ça, les conditions météorologiques sont pas pareilles. Si, mettons, je vais en Afrique, il n'y a pas de neige là-bas, il y a des tremblements de terre qu'on n'a pas ici, il y a peut-être des ouragans, des affaires comme ça, donc il y a vraiment plein d'affaires différentes à calculer après ça dans nos affaires, qui fait que c'est trop comme... on apprend avec nos normes à nous pis tout, fait que... C'est ça, tu vas hors les compétences que tu as apprises durant tes études. Okay. Exactement. Puis, on expliquait tantôt que la musique aussi a une grande partie dans ta vie. Je te demande ça, pour l'instant, lequel prend plus de place? Les études en génie ou la musique? C'est assez 50-50, honnêtement. Okay. C'est pas mal les 2 trucs que je fais le plus dans ma vie en ce moment, c'est exactement ça. Je suis concentré full le temps à l'école, puis dès que j'ai du temps libre, full musique. J'essaie de tout le temps, à chaque jour, de au moins faire 1 heure de musique si je peux. Travailler sur mes tunes, des fois. Quand j'ai un congé, que je sais que je travaille pas, que j'ai pas d'école, j'essaie de passer toute ma journée à faire juste de la composition, avancer mes projets le plus que je peux, ou apprendre, parce que toujours dans le processus d'apprentissage en musique. Ça, je connais rien là-dedans. Quand tu dis, t'es rendu à un niveau, c'est ça, tu fais tes propres compositions. Fait que là, tu vas écrire musique et les paroles? Les paroles, non. Ça, c'est mon chanteur qui s'occupe de faire ça. Mais moi, j'essaie de m'occuper de tout ce qui est musicalité. Donc, tous les instruments qu'il va y avoir, tout le drum, bass, guitare, keyboard, des horns s'ils en ont besoin. Peu importe ce que j'ai besoin de rajouter, ce que je veux rajouter. J'essaie de composer pour tout. J'aide à composer aussi les lignes mélodiques pour, mettons, le chanteur. Mais tout ce qui est paroles, moi, je laisse ça. Moi, je suis pas parolier dans la vie. Fait que... OK. Ça t'intéresse pas?
Pas plus qu'il faut. Okay. J'aime ça des fois, une fois de temps en temps, écrire des paroles, mais je suis pas particulièrement bon en poésie pis tout, fait que ça me limite. Mais il y a une tune sur notre album, par contre, que c'est moi qui ai composé, mais mon chanteur m'a aidé à restructurer un peu mes paroles, justement, pour que ça sonne, ça soit plus beau. OK. Ouais. Puis quand vient le temps de composer, comment commence l'idée de départ? C'est-tu avec les paroles que là, tu vas composer la musique ou c'est la musique qui est composée avant? Ça dépend des fois, honnêtement. Et des fois, mon chanteur va arriver, va dire « Ah, j'ai une idée », puis il va se mettre à chanter quelque chose de très vague, puis il va se mettre à chanter. Moi, je vais partir après ça de cette idée très vague-là pour construire quelque chose. Puis des fois, il me donne des paroles, puis je me dis « Ah, ben, moi, je vois ça de même ». Puis là, je commence à construire des affaires, puis plus que ça va, plus que ben là, finalement, j'ai une idée pour une autre section, puis je change les affaires, puis tout, mais souvent, ça part de rien. Je prends ma guitare, je suis comme, OK, j'essaye de quoi, je trouve ça cool. Puis là, après ça coule, puis ouais. OK. Puis, ton instrument de départ, c'est ça va être la guitare? Ouais. Acoustique, électrique? Électrique. OK. Ben, des fois acoustique, mais je priorise électrique, là, parce que c'est pas mal ça que j'utilise dans mes projets, beaucoup. Puis, OK. Fait que électrique, puis après ça, c'est ça, tu dis, tu vas rajouter d'autres instruments. Ouais, je vais rajouter des layers au fur et à mesure. OK. Je commence avec... souvent, ce que je vais faire, c'est soit je commence par la guitare, soit la basse. Après ça, je vais rajouter l'autre, fait que soit la guitare, soit la basse, que je vais pas avoir mis encore. Après ça, je rajoute le drum. Puis quand, mettons, j'ai une guitare rythmique qui a de l'allure, une bass puis un drum, là, je commence à rajouter d'autres layers. Fait que je vais rajouter un deuxième guitare. Je vais commencer à rajouter des horns, des keys. Je vais penser à comment que la mélodie va être structurée aussi par-dessus. Même si, parce que souvent j'ai les paroles, mais j'ai pas la mélodie, fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la mélodie après ça. Fait que souvent je me laisse un peu la liberté d'inventer la mélodie pour les paroles, de voir comment que ça va fitter puis arranger ça. Des horns, des keys, ça veut dire quoi? Les horns, ça va être tout ce qui va être saxophone, trompette, trombone, tout, ouais, c'est ça. Des cuivres. Ouais. Après ça, les keys, je parle du clavier, keyboard, piano, tout ça. OK. Un synthétiseur aussi, mais... Au final, c'est pas juste la guitare puis le trombone. Non, c'est ça. C'est juste que moi, je joue pas de ces instruments-là. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais composer, puis je vais demander à quelqu'un d'autre de le jouer pour moi, parce que je suis pas un master du piano. Fait que si je compose de quoi de cool au piano, ça se peut que je sois pas capable de le jouer. Mm-hmm. Mais j'ai quand même les connaissances musicales pour avoir des idées de comment construire les affaires, puis... aussi d'aller voir des musiciens professionnels, écouter des anciens recordings, des affaires comme ça, voir qu'est-ce que les autres y font pour m'inspirer des fois. Disons, genre, je vais aller écouter du James Brown pour écouter la guitare, voir quel accord il va utiliser, quel rythme ils vont souvent utiliser, puis m'inspirer de ça pour composer après ça. Puis je reviens juste rapidement. Entre la guitare puis la bass, c'est quoi la différence? Le nombre de cordes. Okay. La façon que ça joue, veut pas. Parce que sur une guitare, on va faire souvent des accords. Des solos, oui, mais souvent, c'est plaquer des accords, des affaires comme ça. Puis après ça, sur la bass, c'est beaucoup plus de note par note, puis de guider les autres musiciens au travers de la musicalité de la chanson, au travers des changements d'accords. Souvent, la bass puis le drum, c'est eux autres, justement, qui vont permettre... un guitariste, pas de bassiste, souvent, ça va sonner bien bizarre, parce que le guitariste, il va jouer souvent juste des notes qui sont parties dans l'accord, mais la bass, ça va venir rajouter vraiment la note fondamentale de l'accord. Fait que ça vient tout embellir. Ça fait que la guitare sonne bien. Ça fait que on sait où que ça s'en va après ça. Moi, je vais entendre la bass, je vais dire, OK, ben, il est rendu sur tel accord, puis il s'en va à telle place. Fait que... OK. Là, tu m'as parlé. Fait qu'au final, pour avoir, mettons, une musique qui est, je veux pas dire standardisée, là, mais qui est écoutable, il faut une guitare, une bass, puis un drum. C'est-tu les instruments minimum à avoir sur un band? Ben, ça dépendrait des styles, je dirais. Okay. Parce que des fois, la guitare puis le piano, ils peuvent s'interchanger. Souvent, ça va être guitare et piano ou guitare ou piano. Okay. Après ça, bass, drum, c'est assez essentiel très souvent. Sans nécessairement que ce soit des vrais instruments. Là. Ça peut être du digital, là, mais bass, drum, c'est quelque chose d'assez important. Le drum, c'est le métronome, c'est lui qui donne le temps. Si t'as pas le temps, c'est compliqué un peu, mais ça existe des chansons pas de drum, je veux pas, des chansons pas de bass, des affaires comme ça. OK. Puis là, ben, c'est intéressant ce que tu disais, c'est par rapport à votre style. Puis vous autres, votre style de musique, comment tu le décrirais?
Exploser. Exploser. Il y a des chansons qui s'en vont n'importe où. Il y a des chansons, ça sonne quasiment comme du heavy metal. Il y a des chansons, c'est plus du rock and roll à la Johnny B. Good. On a une grosse tune que je viens de finir de travailler dessus. C'est un gros disco funk. Ça n'a pas rapport avec le reste. Il y a des tunes, c'est chansons, c'est juste acoustique, voix bien chansonnier, comme Cowboy Fringant, par exemple. D'autres chansons qui c'est un peu punk rock, mélangé avec du reggae. Vraiment explosé de plein d'affaires. On explore, puis j'aime pas ça me limiter à un style musical, parce qu'il y a tellement de styles musicaux que j'aime dans la vie, que le reggae, il y a plein de trucs qui me font triper, que genre, je peux pas me dire, moi je vais être musicien, puis je vais faire que tel style de musique, parce que les gens ils veulent entendre ça. Non. Moi, je fais de la musique parce que je veux faire de la musique, puis je vais avoir du fun. Après ça, si les gens y aiment ou y aiment pas, ben, too bad, so sad, mais... C'est intéressant ce que tu dis, vous explorez les différents styles. Ouais. Justement, tu veux pas, avec le principe de l'entonnoir, là, juste te spécialiser dans un style. Exactement. Puis ça, tous les membres du groupe étaient d'accord avec cette idée-là? Ben, essentiellement, on est deux à la base. Ouais, c'est ça. Les deux autres musiciens qui sont avec nous, ils sont là beaucoup parce qu'on n'avait pas d'autres musiciens puis qu'on avait besoin de monde pour commencer à construire nos tunes. Fait que ils donnent beaucoup de leur temps, mais après ça, le band, fondamentalement, c'est vraiment moi puis William, mon chanteur. Après ça, les deux, on était pas mal là-dedans. On veut pas se restreindre à des styles musicaux, là, parce que les deux, on est vraiment des tripeux de plein d'affaires. C'est dur après ça de se dire comme... De s'entendre les deux sur dire, OK, ben on va faire que ces deux styles musicaux-là, on va que se faire ça, puis se limiter à ça. Parce qu'il y a plein d'affaires qui sont cool dans tout. Et... Moi, je peux pas me limiter juste à ça. Impossible. Non, je sais, les deux, vous êtes ben, William, je sais, c'est un grand mélomane. Toi aussi, tu sembles passionné de la musique, là. Autant en jouer qu'en écouter. Totalement. Quand tu composes, justement, y a-tu des... Tu parlais tantôt de James Brown. As-tu des styles que tu vas aller réécouter ou même des inspirations quand tu composes? Ah, tout le temps. Beaucoup dans le jazz, le reggae, le funk, le rock. Puis j'étais un gros métalleux aussi. Fait que, oui, le gros métal. C'est la seule affaire, je dirais, qu'on fait pas dans notre musique, justement, c'est du métal. Là, mais ça paraît des fois dans... Il y a certains trucs que je compose des fois, je suis comme, oh, ça c'est sur le bord d'être du métal. Mais ouais. Des inspirations. Dans le funk, c'est très varié. Ça dépend beaucoup de ce que je cherche comme son. Qu'est-ce que je cherche à reproduire. OK. C'est sûr que dans la musique québécoise, j'ai vraiment beaucoup d'inspiration. Comme mes deux plus grosses inspirations, mettons, ça serait les 3 accords. Puis, c'est quoi l'autre band? Il y a les colocs. Puis Pépé et sa guitare. Okay. C'est 3 grosses inspirations. C'est des musiciens, eux autres. J'écoute une tune, peu importe quand dans la journée, j'écoute. Puis je suis j'ai envie de faire de la musique. C'est bang tout de suite. Puis ils ont tellement de diversité musicale dans leur œuvre, souvent, que ça vient beaucoup me rechercher de voir comment ils mélangent ça. Tu sais, mettons, les collègues, des fois, ils vont avoir des trucs super reggae, mais ça reste de la chanson francophone, québécoise. Je trouve ça super intéressant d'aller voir là-dedans. Après ça, ça dépend des styles musicaux que, tu sais, ma grosse tune disco, je suis allé écouter des affaires comme les Bee Gees, les James Brown, des affaires ben funk disco, là, c'est pas juste disco, là. Plein d'affaires comme ça, là. Okay. Tu parlais heavy metal, t'aimerais-tu ça amener ça au groupe? Une chanson j'adorerais ça. Je triperais vraiment bien gros, mais mon chanteur, je suis pas sûr qu'il aimerait ça crier. Oui, c'est pas un métalleux c'est ça. Ben, c'est ça, là, je te vois fraîchement rasé, puis mais avant, t'avais les cheveux longs, là, puis la grosse jusqu'au barbe, fessier, mais... T'étais un vrai métalleux. Ouais, exactement. OK. Attends, aussi, je m'en allais avec ça. On a parlé de ça. OK, les inspirations. Tu me parlais, bon... Coloc, ça on connaît. Le premier groupe, les 3 accords, ça aussi on connaît. Mais Pépé et sa guitare, lui, il est tout seul, ça se peut-tu? Ouais, ben... Sur ses enregistrements, c'est sûr qu'il est pas tout le temps tout seul. Un peu comme nous autres, dans le fond, il va engager des musiciens pour faire ses recordings, des affaires comme ça. Mais généralement, il est tout seul. Là. Toutes les fois que je l'ai vu en live, il était pas mal tout seul. Là. Okay. Il arrive tout seul avec sa guitare, puis il se met à chanter, puis il fait des gros solos pendant... Mon gars, là. Il me fait triper, ce gars-là, c'est fou. Là, ça, quand t'écris justement des solos, ça devient-tu à l'esprit? En avez-vous? Un peu, mais moi, je suis pas terrible soliste sur la guitare, parce que j'ai tout appris par moi-même. Okay. Fait que je suis un peu limité encore dans ce que je peux faire, dans mes connaissances d'improvisateur, mettons, pour faire des solos.
C'est sûr que prendre des cours dans les prochains mois, années, ça serait très envisageable pour aller perfectionner ça, justement. OK. Parce que tout ce qui est apprendre des chansons, ça va relativement bien, là. Jouer des accords, j'ai pas de problème. Tout ce qui est solo, c'est surtout les techniques au niveau de la main droite, la main gauche, la synchronisation, ces affaires-là. Lire le manche comme un piano, mettons, de gauche à droite, être capable de voir sont où les notes exactement. Ça, c'est quelque chose que je suis pas entièrement capable de faire aussi. Ce qui peut compliquer les trucs, justement, rendus en solo, parce que quand je vais construire un solo, idéalement, je veux que mon solo soit tissé autour des accords de la chanson, des gammes que je peux utiliser. Ils vont être influencés, justement, par les accords. Donc, c'est ça. C'est dur quand t'arrives pas à repérer sont où les accords puis les notes sur ton manche. C'est un peu compliqué d'aller chercher ça. C'est beaucoup de travail. Puis j'ai appris d'une mauvaise façon. Parce que j'ai appris par moi-même. Dans le fond, il y a la tablature qu'on appelle. C'est toute... t'as une partition, mais c'est juste écrit avec des chiffres. Fait que moi, je vois mon manche de guitare comme des chiffres, pas comme des notes. OK. Fait que je faisais la même chose au trombone au début. Fait que moi, je voyais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que là, à un moment donné, quand on me dit joue un Ré, mais moi, je sais pas c'est où Ré. Ah, mais si on dit joue un 2... Exactement. Donc là, c'est ça que j'essaie de changer, mais ça fait 8 ans que je joue comme ça, fait que c'est très compliqué de tout. Faut comme je repars de super loin, faut comme je recommence de zéro. C'est beaucoup de travail. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça avoir un prof pour m'aider à trouver des exercices, à faire comme ça, pour vraiment brainwash mon cerveau, là, puis effacer cette mauvaise habitude-là de mon cerveau. Mais vu ton niveau aussi, je pense pas que ça va être quelque chose... Comme tu dis, avec un instructeur, ça risque d'être quelque chose que tu vas aller chercher rapidement. Là. Okay. On peut toujours se perfectionner. Toujours. En musique, là, je dirais qu'en musique, c'est ça c'est ça le gros point de la musique, c'est que t'es jamais parfait. Puis Frank Sinatra, même avant qu'il meure, il prenait encore il y avait encore un coach vocal. Pis tout, parce qu'il y a toujours place à l'amélioration puis tout. Puis peut-être que toi, tu vas trouver que quelque chose sonne bien, mais c'est toujours bien d'avoir l'avis d'une personne extérieure, justement, qui a peut-être les mêmes compétences dans le domaine que toi. Donc, mettons un chanteur va chercher un prof de chant pour aller chercher un côté plus objectif sur ton interprétation après ça, qui te permet après ça de toi t'améliorer. Puis, parce que il y a une infinité de possibilités en musique. Fait que je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Ah, moi, je suis parfait, j'ai plus besoin d'aide, j'ai plus... » Je pense que c'est toujours bien d'aller chercher. Il y a toujours place à amélioration. Puis en plus, avec les nombreux styles que tu vas chercher... Exactement. Tu connais au son, mais tu peux peut-être aux instruments. Exactement. Puis après ça, nous autres, on est en Amérique du Nord. Fait que la musique qu'on écoute, nous autres, c'est pas la même qu'en Amérique du Sud nécessairement. C'est pas la même qu'ailleurs en Afrique, par exemple. Fait que d'aller chercher des styles musicaux qu'on est moins habitué d'être confronté, ça peut t'apprendre beaucoup. Mettons d'aller apprendre du latin à jouer, je sais pas, de la salsa à la guitare. Puis c'est quelque chose que tu fais pas habituellement, que je ferais pas, mettons, moi, habituellement. Ben ça va m'apprendre vraiment un autre côté de la guitare. Puis là, je vais apprendre, puis après ça, je vais être meilleur après avoir appris ça, justement. Mais il y a une infinité de possibilités d'apprentissage en musique. Il y a beaucoup de temps investi là-dedans. Beaucoup de temps. Parce que nous autres, mettons, si vous faites des spectacles, comme tu dis, un album, on a le résultat final qui dure à peu près 1 heure. Mais, tu sais, pour composer une chanson, c'est combien de temps investi derrière? Ben, juste ma chanson Plus Disco, qui est genre la plus grosse tune que j'ai écrite jusqu'à maintenant. C'est une tune de genre 5 minutes. Puis j'ai commencé à 8h30 le matin, puis j'ai fini à 9h le soir. OK. Puis c'est pas fini. Okay. C'est genre une maquette. Fait qu'il y a encore des layers à rajouter, à refaire les enregistrements. Puis là, en ce moment, j'ai la bass puis le drum qui est digital. Fait que là, il faut enregistrer le vrai drum, la vraie bass, rajouter ça. Fait que c'est vraiment beaucoup de temps de job et de studio pis tout. Là. Ça, c'est sans compter le temps que j'ai passé avec William avant de m'asseoir devant mon ordinateur pour composer, pour qu'on structure la tune, qu'on a une idée d'où c'est qu'on s'en va. C'est vraiment de l'ouvrage pareil. Ça part à une table d'écriture. Ça, toi, tu fais tes affaires. C'est ça. Puis j'imagine pendant ce temps-là, William, quand il y a le temps de la musique, il est-tu là aussi avec toi ou il retourne, mettons, corriger Idéalement, son texte? il est là parce que il peut avoir un point de vue objectif justement sur ce que moi je suis en train de faire. Puis il y a certainement, forcément, même si peut-être qu'il y a des connaissances moins que moi en musique au niveau de composition d'instruments et tout, il peut quand même avoir des idées des fois de dire « Ah, ben à ce bout-là, je vois ça, puis là, il chanterait telle affaire. » Puis moi, ça pourrait permettre d'ajuster ça justement au fur et à mesure. Okay. Fait que j'aime beaucoup ça quand William est avec moi pour composer, mais ça m'arrive des fois que
Je fais tout de mon côté, j'envoie. Il me donne du feedback, j'arrange ça. Je travaille en back and forth un peu comme ça. Moi, tu vois, je viens du monde du cinéma, puis avec les années, puis ça fait depuis plusieurs décennies, ça s'est beaucoup démocratisé. Tu sais, on peut tout faire à partir de chez nous à cette heure. Totalement. C'est-tu le même principe en musique? Ah, totalement. Okay. Comme mon bassiste, mon drummer, eux autres, c'est des gars de Montréal, fait que moi, si, mettons, mon drummer, j'ai besoin qu'il enregistre le drum. Lui, il va à l'université, il prend le studio, il enregistre son drum, il me l'envoie. Moi, je le mets chez nous dans ma track. Bang, on n'a même pas besoin de se prévoir comme une journée pour se voir. Puis là, il faut que les horaires de tout le monde y marchent. Puis là, c'est super compliqué. Fait que je pourrais faire une track de trombone pour un gars qui reste en Russie à l'autre bout du monde. Puis ça marcherait pareil. Je fais juste, j'enregistre, j'envoie mon fichier, il rajoute dans ses affaires, puis ça marche. Ah ouais? Ouais. Wow. Fait que t'es en train de dire, c'est ça, t'as pas eu besoin d'aller à un studio, soit à Montréal ou d'ici d'enregistrement? Aucunement. Ah ouais? Non. Puis, oui, tu sais, t'as une oreille meilleure vu que t'écoutes. Tu ressens-tu la différence de qualité? Ben, je sais pas si... Ben, c'est sûr qu'il y a une différence de qualité quand t'as un studio qui a du matériel pour genre 8 millions dedans versus quand t'es chez vous pis t'as comme 1000 pièces de stock pour faire ça. Il y a une méchante qualité, c'est sûr. Après ça, je pense pas que ça n'empêche personne de réussir à avoir un projet qui a de l'allure puis qui a comme une bonne sonorité. C'est d'être capable de... Je pense pas que t'as besoin, mettons, d'aller dans un gros studio pour faire enregistrer une tune pour que ça passe à la radio. Je pense que si t'as des connaissances puis tout, puis que t'as des bons ingénieurs de son après ça, ou des bonnes connaissances dans le mixing puis tout, je pense que c'est accessible quand même. Puis la différence, c'est sûr qu'il y a une différence, mais je pense pas que ça devrait empêcher les gens de réussir à faire ça. Là, pour votre album, ça, c'était-tu pour faire une démo, puis après ça, tu sais, aller enregistrer en studio, ou c'était vraiment mettre les chansons que tu as déjà toutes converties là, pour que ça aille dans l'album? Moi, c'est sûr que vu que c'est notre premier album qu'on commence, qu'on n'a pas de subvention, que j'étais aux études, tout, j'ai pas envie que ça me coûte 10 000$ pour faire un album. Là. Ouais, parce que ça sort de vos poches. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que moi, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, ça m'arrange le plus. Fait que pour ça, enregistrer bass, git, ça peut se faire chez nous. La voix, on s'est patenté une petite pièce chez William qui a coupé l'acoustique un peu pour enregistrer. Là, ce qui nous prend, c'est juste un bon micro. Après ça, la seule affaire qui serait peut-être une dépense nécessaire, ce serait pour le mixing, pour peaufiner parce que moi, ce que je fais, c'est j'enregistre, mais après ça, venez tout gosser les sons, puis tout, pour que ça sonne bien, puis que ça sonne comme une chanson finie. J'ai moins de connaissances là-dedans, fait que ce serait peut-être la seule dépense qu'on aurait à faire. Mais encore là, j'envisage beaucoup l'idée d'apprendre à faire ça par moi-même, parce que des fois, ça peut être genre une centaine de pièces par chanson, puis juste là, on a 10 tunes. C'est un bon 1000$ déjà qu'il faudrait débourser juste pour ça. Je sais pas à quel point je serais partant. Ça, c'est à voir. Ça serait plus rentable d'apprendre les connaissances, ouais, tu le fais toi-même. Puis au pire, t'achètes... j'ai pas ça ici, mais tu sais, mettons, le genre de... Une petite console. Ouais, c'est ça, une exactement. console. Ça va être plus avantageux. Ouais, exactement. Fait que on est en train de regarder ça pas mal. Là, j'imagine, si vous faites des chansons, vous allez vouloir progressivement performer devant une foule. Totalement. Mais là, notre but, ce serait finir l'album, lancer l'album, puis faire un show de lancement d'album, idéalement. OK. C'est quoi la différence entre lancer un album et faire un show de lancement? Ce que je veux dire, lancer l'album, c'est le publier. OK. Juste le mettre sur les plateformes, par exemple, le mettre en vente, whatever. Puis après ça, le lancement, ce serait vraiment genre un show pour faire comme, OK, ben on lance notre album, on invite du monde, on vend des billets, on essaie de ramasser un peu d'argent justement pour le lancement d'album, rembourser le plus qu'on peut les dépenses que ça implique de faire l'album. Okay. Là, tu disais, il est pas fini, là. 10 chansons, puis c'est pas encore fini? Non, ben les 10 chansons sont composées. Là, on tombe dans la phase d'enregistrement, justement. Okay. Avoir les meilleurs tracks que possible, puis faire que tout sonne mieux, être sûr de savoir tous les instruments, qu'est-ce qu'ils vont faire, bien structurer ça. Après ça, c'est une question de temps, puis ça va sortir. OK. Puis là, après ça, quand vient le temps de lancer l'album, aller jouer ça à la scène, toi, j'imagine que t'as déjà... Tu sais, joué dans une fanfare, t'es déjà à l'aise. Ouais, totalement. Jouer, mettons, dans une fanfare ou jouer dans un groupe devant une foule, y a-t-il une différence, selon toi? Il y a quand même une bonne différence.
Mais c'est plus dans la dynamique, je pense. Le niveau de stress, personnellement, je pense que c'est à peu près le même. Le petit track de performance qu'il y a. Mais c'est sûr que devant une foule, ça peut être beaucoup plus terrifiant, si on peut dire. Parce que t'as le monde devant toi directement. Fait que après ça, tu vois la réaction des gens. Tandis que dans une fanfare, c'est pas nécessairement... Je cherche pas nécessairement à avoir une réaction avec les gens. Là. Comme si tu joues le Haut-Canada pendant une parade militaire, ben... Tu joues le Haut-Canada, pis c'est tout. Là, fait que tu t'attends pas à avoir une ovation, pis être comme « Ouais, let's go! » Vous êtes trop fort. Tandis qu'en live, ben... Des fois, tu vas essayer d'interagir avec le monde, puis là, si t'interagis avec le public interagit pas, là, ça fait stresser un peu. Mais moi, ça pas quelque chose qui me shake ben. OK. Là, on jase. T'aimerais-tu ça, justement, que ça reste un passe-temps? Ou si jamais ça fluctue, puis là, vous vous rendez compte que vous pouvez vivre de ça, que ça devienne ton seul métier? Je pense sur un laps de temps de, je vais dire, 5 à 10 ans, là, parce que je pense pas que du jour au lendemain, un succès, ça arrive souvent. J'aimerais ça que ça donne quelque chose, mais je veux que ça reste un passe-temps aussi. OK. Je veux pas avoir à vivre du stress en mode faut que je compose, faut que je sorte un nouvel album, parce que le monde va, parce que le blablabla, parce que le producer il est fâché, faut que je sorte un nouvel album, puis rusher après ça les projets. J'aime ça vraiment, faire ça dans mon temps libre. Mais c'est sûr que j'aimerais ça que ça donne quand même quelque chose, que ce soit pas juste comme un petit projet, que ce soit underground, personne connaît ça. Je suis sûr, j'aurais une petite fierté quand même qu'il y a une tune qui soit connue un moment donné qui joue à la radio. Je fais comme yes, let's go, man, on a réussi. Après ça, je fais ça pour le fun à la base. Fait que ça donnera ce que ça donne, tant qu'on a du fun. Tu penses-tu que c'est long avant que ça se rende à la radio? Aucune idée, ben franchement. Ça doit dépendre. Ça doit dépendre de ce que les gens y écoutent. Avec les codes d'écoute et tout, tu sais, les radios, ils vont beaucoup jouer ce qui va être populaire dans un moment. Fait que c'est sûr que si on a 1000 écoutes mensuelles sur une tune sur Spotify, les chances qu'ils ont joué à la radio, ça doit être pas mal moins élevé que si on en avait 300 000 en un mois. Là. Donc, on essaie. On va voir ce que ça va donner. Là, tu parles de Spotify, c'est ça. Avez-vous l'intention, là, je vais sortir, de faire un vinyle ou tout va être déjà en ligne? Du vinyle, ça peut être une cassette ou même un disque aussi. Là. C'est que ça devient compliqué. Dans le monde dans lequel on vit de nos jours, il y a beaucoup moins de gens qui sont portés à écouter les CD, les cassettes, les vinyles. Puis ça coûte cher à produire quand même. Puis c'est pas nécessairement ce qui est... C'est pas très rentable aussi sur chaque vente d'album. Puis après ça, dans la position dans laquelle on est en ce moment, je pense pas que ça vaudrait la peine qu'on sorte des albums en format... c'est ça, en format réel, là, ouais, matériel. Parce que justement, ben, il n'y a rien qui me dit qu'il y a du monde qui vont vraiment acheter ça plus que ça. Fait. Mais après ça, dans le futur, probablement que ça serait envisageable. Mais pour l'instant, je pense que le plan, ça serait plus de se concentrer sur les réseaux sociaux, les plateformes, Spotify, SoundCloud, iTunes, YouTube, toutes les kits. C'est ça, créer votre image. Exactement. Là, puis aller chercher un petit peu de... Puis éventuellement, quand ça marche plus, ben peut-être que des ventes de CD, ça se ferait aussi. Je n'ai pas demandé, avez-vous trouvé votre nom finalement? Ah oui, on a trouvé notre nom finalement. William a trouvé notre nom. OK. Ça se trouvait être 2e degré. 2e degré? Ouais. OK. Parce qu'on est bien dans l'absurde. Ouais. On dit bien des affaires qui n'ont pas rapport des fois. Fait qu'il faut pas tout prendre ce qu'on dit au 1er degré. Puis William, il est bien fan de tous les combos de double D, les Denis de relais, Ding et Dong, et il imite les autres. Là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il est arrivé avec l'idée 2e degré. Ça fait encore DD, comme Denis de relais, toutes les autres. Fait que... Ah, ok, ouais. 2e écrit, là, pas juste un 2. Ouais, avec... c'est ça. Ah, c'est bien pensé. Exactement. Ah, oui, mais c'est ça, il m'en avait déjà parlé un peu, là. Je pense. Je sais pas si c'est pour plusieurs chansons ou juste une, mais il avait fait un petit peu de l'écriture instantanée. Ouais. Fait que, il faisait juste écrire tout ce qu'il pensait, un petit peu comme les chansons de Ouais, exactement. Puis des fois, il arrive avec une idée, puis moi, je suis comme, c'est vraiment drôle, mais on dit ça de même à la place, puis ça n'a aucun rapport, ça fait aucun sens. Puis c'est juste super, c'est super bon. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit un peu nos inspirations des 3 accords, là, des fois. Eux autres, aussi, ils disent des affaires, comme dans une tune qui dit pièce de viande, c'est un nom que j'aime. Ça veut tellement rien dire, mais c'est tellement bon en même temps que c'est ça.
Là, quand vous allez commencer, pensez-vous directement commencer par vos chansons ou faire des covers, des reprises de chansons connues? Parce que, il me semble, les trois accords, ils ont commencé de même, là. Ils faisaient un petit peu de leur tune, mais ils faisaient beaucoup déjà de la chanson québécoise. Ouais, mais ils faisaient aussi un peu de leur tune quand même, les trois accords, je pense, au début. Après ça, c'est sûr que pour aller chercher un public, c'est bien de mettre des chansons, des fois, qui t'appartiennent pas, pour de jouer des chansons un peu plus connues pour justement, tu vas aller reach le public, parce que là, le public va être ah ben j'écoute ça, cette chanson-là, fait qu'il va, il va avoir comme une connexion qui se fait avec le public. Tandis que si tu fais juste lancer tes tunes puis qu'il te connaît pas, ça se peut qu'il perde de l'intérêt un peu plus rapidement. Fait que je pense que la stratégie, dans l'optique qu'on ferait des shows, ça serait peut-être de... La majorité de nos chansons, ça serait nos chansons, mais on aurait quand même une partie que ça serait des chansons qui nous inspirent ou des hits, des affaires comme ça. OK. Là, sur les 10 chansons, celle dont tu es la plus fière pour l'instant, c'est le funk disco? Ah, il y a le funk disco, mais celle que j'aime le plus, c'est une tune qui parle des câlins. Des câlins? Ouais. Oui, il est arrivé une journée, puis il a écrit ça. C'est n'importe quoi, honnêtement, c'est super... C'est juste une tune pour dire qu'on aime les câlins, puis le refrain, c'est « Je veux gros câlin », répété je sais pas combien de fois. Fait que cette tune-là, je la trouve super drôle, super intéressante, super petit. Ça me fait penser un peu, justement, à Bob et Bob de Pépé sa guitare. C'est une tune qui parle de Bobette, puis que c'est ses Bobettes préférées. Mais là, c'est « Ah, ben là, on aime les câlins, puis je veux gros câlin », puis on parle un peu de tout ce qui est les câlins. C'est pas mal juste ça. Y a-tu des chansons, ça sera pas le bon terme, je veux dire plus sérieuses, plus sentimentales? Ouais, ça c'est la tune que moi j'ai écrit. OK. Ouais, qui s'appelle As-tu fini de crier? Parce que je me suis rendu compte que moi, entendre les gens crier pour rien dans la vie, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Puis il y a une journée justement, j'étais revenu chez nous, puis c'était la cacophonie un peu. Puis c'est à place de vivre mes émotions, d'être comme fâché puis tout comme eux autres. Je me suis dit, hey, je vais aller écrire une tune. Je me suis assis, j'ai écrit, bang, la tune au complet, direct tout de suite. Puis c'est la seule tune vraiment qui est plus sensible dans les paroles, plus sérieuse. Il y en a une autre, c'est le blues, la crise du logement. Okay. Que là, Will, il dépeint un peu justement la situation actuelle avec les logements. Puis c'est ça, mais c'est pas mal les deux tunes qui sont vraiment sérieuses. Là. Les autres, c'est toutes des tunes qui parlent de monde, puis qui n'ont pas rapport. Là. Si on dit paroles sérieuses, est-ce que la musique est sérieuse aussi ou là t'es allé dans quelque chose de plus déchaîné? Non, la musique est assez sérieuse aussi. OK. Pas mal. Là. Puis la chanson dont t'as écrit les paroles, c'est toi qui vas la chanter? Totalement. OK. Totalement. OK. Parce que ça véhicule mes émotions. Ouais, ça véhicule puis ta réalité aussi. Ouais, c'est ça. Fait que au début, William, il voulait peut-être la chanter, mais moi, définitivement, je préférerais la chanter parce que c'est ma chanson, puis c'est mes émotions. Fait que... Peut-être quand il y a le temps du refrain, il fera le cœur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y aura des back vocals un peu, puis... Là, ça. Puis vos autres, je ne demanderai pas les chansons, mais vos autres titres de chansons, juste pour les titres? plaisir. Ouais, il y a Je veux câlin, c'est ça? Ouais, il y a Je veux gros câlin. Je veux gros câlin. On a Adam Marleau, Marie m'habille. As-tu fini de crier? Ouais. L'homme sur la montagne d'argent. Il y a GSP, une tune sur Georges Saint-Pierre. C'est quoi les autres qu'on a déjà? Make Rock Great Again. OK. C'est quoi les trois autres qu'on a? Penses-tu que c'est une bonne idée? Sam. Puis la dernière, elle me vient pas à l'esprit en ce moment. Mais c'est ça. J'ai un blanc de mémoire. C'est bien correct. Puis tu penses-tu que... Tu sais, je t'ai demandé celle que tu préférais. Là, je vais te demander celle qui risque de plaire la plus au public, tu sais, selon ton point de vue. Moi, j'aurais tendance à dire Gros câlin. Gros câlin. Ou Marie m'habille. C'est une des deux. Ce qui est cool avec Marie m'habille, c'est qu'on chante en lingala pendant les refrains, qui est une des langues au Congo. OK. Ouais. C'est une tune qui parle d'une madame qui est congolaise, justement. OK. Fait que les refrains, on le fait en lingala. Un peu comme Tassez-vous de là des colocs, là, qui chantent dans une autre langue. Puis Gros câlin, je trouve ça super catchy, le refrain, pour de vrai. Will, il trouve que c'est super niaiseux pis tout, mais le refrain, il est tellement catchy, ça reste tellement dans l'oreille.
Puis même la fin de la tune, elle reste dans l'oreille. Fait que moi, je pense que ça serait une tune, justement, qui pourrait faire le bout quelque part. T'as dit, c'est ça, c'est Marie? Marie Mabi. OK. Ouais. C'est quoi la langue? Lingala. Lingala, Ouais. OK. Fait que c'est du congolais? Ouais, c'est ça. OK. Puis ça m'a fait penser, vos chansons, c'est ça, sont-ils en français, en anglais? En franglais? Francophone all the way. Sauf des fois dans les refrains. Il y a 2 tunes dans le fond. Marie Mabi, que pendant les refrains, c'est pas en français. Puis Make Rock Great Again. Pour que le refrain soit catchy, c'était mieux de faire en français. En anglais, je veux dire. Fait Okay. qu'on a fait le refrain en anglais, mais tout le reste des paroles est en français, sinon dans toutes les tunes. OK. Puis c'est ça. Là vient le temps. Bon, fait que, comme tu dis, les 10 chansons sont là. Il reste juste à retravailler dessus et à les finaliser pour que les deux vous soyez satisfaits du résultat final. Puis après ça va être de promouvoir. Est-ce que pendant que tu fais la promotion, tu vas continuer à écrire ou... Ah, forcément. Ah oui, OK. Ah, forcément. Tout le temps en processus de création, de trouver des nouvelles idées. Puis des fois, t'es juste assis, tu commences à gasser quelque chose. Une idée, t'enregistres, puis tu gardes cette idée-là. Même si ce sera pour étudier dans 10 ans, ça peut être une bonne idée, on sait jamais. Puis moi puis William aussi, cet été, on avait prévu partir ensemble une fin de semaine sûrement, ou 3-4 jours en tout cas. Partir dans le fin fond du bois, quelque part perdu, juste get avec notre matériel d'écriture, puis composer, puis idéalement essayer de composer un album au complet, un 2e album au complet. En un week-end? Ouais, en un week-end. Ah ouais. Parce que souvent, nos tunes, on s'est rendu compte que une fois qu'on sait où qu'on s'en va, ça prend à peu près 3 heures, mettons, on est capable de faire une tune. Pas composer, mettons, avec tous les instruments, mais juste, mettons, guide-voix, savoir où que la tune elle s'en va, avoir une idée des accords et tout. On est capable de faire ça en 3-4 heures, des fois en moins que ça. Gros câlin, on a écrit ça en 1 heure. Will était avec les paroles, je commençais à jouer de la guitare, puis la tune a été faite. C'est plus le processus d'enregistrement après ça qui est plus long, parce que là, on rajoute des affaires, puis on rend ça beau. Mais je pense que faire un nouvel album en une fin de semaine, ça peut être faisable. Si vous pensez pareil, puis comme tu dis, des fois, tout est fait pour bien aller ensemble. Ouais, exactement. Moi, tu vois, j'aime beaucoup Plume la Traverse. Je pense une de ses plus populaires, le Bob Épine. Ça avait pris comme une dizaine ou douzaine de minutes à écrire. Des fois, ça prend pas de temps à écrire une tune pour... Surtout quand t'as des bons musiciens qui... Là, tu t'arrives avec une idée, bon, là, celle-là, ça répond, ça fait juste back and forth tout le temps, puis le bang, ça arrive super vite après ça. C'est-tu quelque chose que t'aimerais ça, après ça, enseigner la musique? J'ai déjà fait un peu. J'avais déjà enseigné un peu de guitare ou le piano. À William, j'avais enseigné beaucoup de théorie de musique aussi, un peu de solfège. J'aime ça faire ça, mais plus comme pour partager ma passion que faire ça comme un métier ou faire de l'argent avec. Sans nécessairement être ouais, c'est ça. Moi, c'est plus... je connais quelqu'un, il est comme, moi, je triple là-dessus, je connais rien. Ok, ben, moi, je suis prêt à te partager toutes mes connaissances for free. Tant que tu m'écoutes, tu fais les affaires, puis tout. Après ça, si tu m'écoutes pas, tu fais pas les affaires. Ben, je vais arrêter de t'aider, ça sert à rien, mais... Je te demande ça. C'est-tu un plus, selon toi, mettons, d'être technicien de scène pour déjà d'autres groupes avant le vôtre? Tu sais, aller chercher de l'expérience, soit de console ou même... c'est ça, là, d'aller chercher de l'expérience comme technicien sur d'autres groupes. Définitivement, ça peut aider. Mais je pense pas que c'est nécessaire, par contre. Ouais, ben comme tu dis, c'est ça, c'est depuis longtemps que tu as ta passion. Non, c'est ça. Là, fait que... Y a-tu des compétitions que vous pouvez faire? Soit régionales ou même à la télévision de musique? William m'avait parlé d'une compétition... pas tant une compétition, c'est plus un festival peut-être, là, des festivals qu'on pourrait participer. À Montréal, il y a beaucoup de soirées open mic aussi, des fois, dans certains bars, des affaires comme ça. Okay. Ça peut être des endroits justement qu'on pourrait aller visiter, faire des open mic. On arrive là, on joue 2 tunes, puis on s'en va, puis on fait un peu de promotion. C'est ça, la promotion, c'est beaucoup à métropole. C'est plus difficile en région? Avec les réseaux sociaux, c'est variable. Parce qu'on peut reach pas mal n'importe qui avec les médias maintenant. Là, fait que... Faut que tu trouves un studio, même chez William, tu ferais ça directement dans sa pièce sonorisée. Pour faire une vidéo, puis après ça, aller faire une promotion médias sociaux. Ça, c'est à méditer. À méditer? Ouais, à méditer. Okay. Moi, on en parlait tantôt. Ici, vous êtes toujours les bienvenus. C'est nos BNL. Ouais, totalement. Puis j'ai un collègue, son émission,
il introduit des groupes de musique. Ouais, ça serait le genre de truc qui serait très cool à faire, justement. Puis même à côté, on parlait de radio tantôt, c'est une radio locale. Okay. J'imagine, bon, c'est sûr, ils ont des émissions un petit peu comme celle-là, là, que c'est des entrevues ou même politiques. Mais j'imagine, ils doivent faire de la promotion de chansons aussi. Là. Je pense que ça, c'est... Je pense pas qu'on est rendu exactement à regarder pour ça, mais comme on commence un peu à s'instruire justement sur ces affaires-là. Mais on est encore dans le gros processus de... On n'a même pas une tonne de sortie. Fait que moi, je veux pas me gonfler la tête puis partir. Ah, ben là, on va faire ça, on va faire ça. On va faire une étape à la fois, là, pour pas se charger trop l'esprit, là, puis vraiment focusser sur l'essentiel en ce moment. OK. Puis, ben là, il nous reste encore un petit peu de temps. Tu me parlais tantôt ingénieur de son. C'est-tu quelque chose... Tu sais, si génie civil, tu te rends compte que oui, c'est le fun... Tu penses-tu, génie du son, ça serait quelque chose qui t'intéresserait? Honnêtement, j'y ai pensé dans les dernières semaines. Parce que j'aime beaucoup ça, faire du mixing puis tout. Puis je sais que c'est quelque chose, des genres de formation qui pourrait m'aider à faire ça. Après ça, je pense que je serais plus porté à faire un certificat ou des petites formations qui se fait sur des fins de semaine ou sur 1 ou 2 semaines pour apprendre ces affaires-là, qui est vraiment retourner, mettons, au cégep ou à l'université, puis faire un cours complet qui dure je sais pas combien de temps, puis qui va coûter super cher. J'irais peut-être plus dans la petite option, une petite formation qui me permettrait de chercher juste ce que j'ai de besoin. Ouais, c'est une bonne idée, ça, les petites formations par-ci par-là. Yeah, exactement. D'apprendre des logiciels. J'imagine. C'est quoi les logiciels que tu utilises pour faire ton montage? En ce moment, c'est pas mal Ableton Live que j'utilise. OK. Live 11. C'est-tu un bon site? Ouais. C'est ce que j'ai appris à utiliser au Cégep Saint-Laurent. Fait que j'assume que c'est assez pas payé. Ouvert à tous ou tu devais avoir un abonnement? Non, faut payer. Faut payer. Puis là, tu es capable de faire... aussi, fait que, ouais. Intéressant. Je sais pas si tu as vu ça. Tu penses que l'intelligence artificielle, c'est une menace? Pour la musique? Ouais. Parce que là, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que non. Parce que tout ce que l'IA fait en ce moment, en musique, c'est des trucs qui existent déjà. OK. Fait que là, ce qui arrive, je suis pas sûr si j'ai vu ça ou pas, mais il y a des problèmes avec les droits d'auteur après ça avec l'IA. Parce que l'IA, il s'inspire de trucs qui existent déjà pour créer. Fait que ça se peut qu'ils prennent une bout de mélodie d'une chanson qui existe déjà, mais là, après ça, aux yeux de la loi, des copyrights pis tout, t'as pas le droit de faire ça. Fait que je pense que c'est pour ça que avec l'IA, c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr qu'avec le temps, je serais pas surpris que ça prenne de plus en plus de place dans la musique, parce que la technologie évolue bien trop vite pour nous autres, fait qu'on sait pas où que ça va aller. Mais est-ce que ça serait une menace? Je pense pas que ça serait une menace. Je pense que ça va augmenter comment je pourrais dire ça? La compétition, je sais pas. Ouais, ça va faire que les musiciens vont devoir être meilleurs. Okay. Ça va faire que les musiciens vont se forcer à être meilleurs pour que ce soit plus impressionnant que les gars. C'est comme... je m'en souviens plus dans quelles années que c'est arrivé, mais avec l'arrivée des drum machines, justement, qui est, dans le fond, ton drum qui est robotisé dans un ordi, ça a augmenté le standard des drummers parce que là, tu pouvais prendre un drum machine qui était parfaitement sur le clic. Fait que là, ça fait que il y avait des drummers qui devenaient... qui se faisaient prendre leur place parce que là, ils étaient moins bons que la drum machine. Fait que, OK, on n'a pas besoin de toi, va-t'en finalement. Mais là, ça fait que les musiciens qui voulaient vraiment être musiciens, ils ont fait comment on va être meilleur. Fait qu'ils ont appris à jouer du drum pas mal plus. Fait que ça a comme augmenté le standard dans les musiciens. Fait que je pense que ça ferait un peu ça. Un peu la même affaire. Fait que oui, sur le coup, il y aurait bien du monde qui se ferait flusher. Sauf qu'après ça, ça augmenterait le standard dans les musiciens, je crois.